Connaissez-vous l'expérience des rats de Skinner? Dans une célèbre étude, le psychologue Skinner a montré que des rats, en recevant une stimulation de plaisir à chaque pression sur un levier, devenaient totalement accros à ce cycle de récompense. Ils en venaient à négliger la nourriture, l'eau et même leur survie, esclaves de leurs désirs, mourant en quête de brefs instants de plaisir. Et si, d'une certaine manière, nous n'étions pas si différents, réfléchissez à chaque notification sur votre téléphone, chaque achat impulsif, ou encore chaque épisode de série que vous regardez compulsivement. Ce sont comme de petits leviers que nous actionnons, cherchant notre prochaine dose de gratification immédiate. Nous sommes constamment stimulés, et comme les rats de Skinner, nous sommes peut-être piégés dans un cycle invisible de plaisir et de distraction. Aldous Huxley, dans son livre Le meilleur des mondes, a imaginé une société où le contrôle était maintenu par le plaisir. Pas besoin de chaînes ni de murs, car les gens étaient contrôlés par une culture de distraction superficielle et de récompenses éphémères. Ils croyaient être libres, alors qu'en réalité, ils étaient prisonniers d'une liberté illusoire. Michel Foucault appelait cela le biopouvoir, une forme de contrôle qui s'intériorise, devenant une part de nous-mêmes, nous guidant sans que nous en soyons conscients. Nous pensons faire des choix libres, alors qu'en réalité, nous réagissons simplement à des stimuli conçus pour nous rendre satisfaits et surtout distraits. Mais sommes-nous vraiment différents? Ne sommes-nous pas, au fond, en quête d'un plaisir immédiat, pressant nos propres leviers invisibles tout en ignorant ce qui compte vraiment? La technologie moderne, avec ses promesses infinies de plaisir et de gratification, est devenue la nouvelle forme de contrôle. Nous sommes plus connectés que jamais, mais paradoxalement plus isolés et distraits. Comme les personnages du livre de Huxley, nous sommes de plus en plus enchaînés à des conforts qui, ironiquement, nous emprisonnent. La véritable question est donc, sommes-nous prêts à renoncer à nos plaisirs superficiels en échange d'une liberté plus authentique? Lorsque nous imaginons un futur dystopique, deux visions viennent immédiatement à l'esprit. Une société dominée par l'oppression visible, comme dans 1984 de George Orwell, et une autre où la soumission est dissimulée sous une façade de plaisir et de satisfaction, comme dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ces deux auteurs ont décrit des visions sombres du contrôle social, mais avec des approches très différentes. Dans le monde d'Orwell, le contrôle est brutal et direct. Le Big Brother observe tout et tout le monde, imposant l'obéissance par la peur, la répression et la surveillance constante. La liberté est niée de façon explicite. Les chaînes sont visibles, palpables. C'est un monde où la soumission est maintenue par la menace constante de la punition. En revanche, Huxley propose un contrôle plus subtil, mais tout aussi efficace. Dans Le meilleur des mondes, il n'y a pas besoin de force brute ni de surveillance oppressante. Les individus sont conditionnés dès la naissance à aimer leur servitude, à chercher le plaisir sans cesse et à éviter toute forme de souffrance. La manipulation est si douce que la notion même de liberté perd tout son sens. Il n'y a aucune rébellion, car il n'y a aucun désir d'autre chose. La prison est construite avec des plaisirs et des distractions constants. Michel Foucault, philosophe du 20e siècle, nous aide à mieux comprendre cette distinction avec son concept de biopouvoir. Il décrit comment le contrôle moderne n'a pas besoin d'être imposé par la violence ou la force. Il peut être intériorisé par les individus eux-mêmes à travers des normes et des pratiques qui façonnent notre comportement de manière presque imperceptible. C'est un pouvoir qui façonne non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons et ressentons. Aujourd'hui, nous vivons dans une réalité qui combine des éléments des deux dystopies. Alors qu'Orwell nous mettait en garde contre la surveillance explicite, Huxley avait prévu un monde où le contrôle s'exerce par la distraction et le plaisir. Pensez aux réseaux sociaux, aux algorithmes qui connaissent nos désirs mieux que nous-mêmes. Nous sommes encouragés à nous perdre dans un brouillard de gratification instantanée, à toujours chercher le prochain j'aime, le prochain achat, le prochain épisode. Dans ce jeu de contrôle, le plaisir est l'arme la plus puissante. Il n'est pas nécessaire de forcer les gens à se comporter d'une certaine manière lorsqu'ils sont déjà occupés à chercher leur propre dose de plaisir. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous conscients de la manière dont ces forces nous façonnent, ou sommes-nous, comme les personnages de Huxley, tellement enchantés par notre liberté que nous ne voyons pas à quel point elle est limitée? T'es-tu déjà surpris à vérifier ton téléphone sans raison particulière? Ou à acheter quelque chose en promotion alors que tu n'en avais pas vraiment besoin? On dirait que nous sommes programmés pour rechercher ces petites récompenses.
incapables de résister à l'attrait d'une gratification immédiate. Cela n'a rien d'un hasard. Il y a des décennies, B.F. Skinner avait déjà démontré comment le comportement pouvait être modifié par un processus appelé conditionnement opérant. Dans ses expériences, des rats apprenaient à appuyer sur un levier pour obtenir une récompense, généralement de la nourriture. Avec le temps, ils devenaient dépendants de ce cycle, ignorant tout le reste autour d'eux. Aujourd'hui, nous sommes les rats de Skinner de l'ère numérique, conditionnés à réagir à des stimuli soigneusement conçus pour nous garder captivés. Dès que notre téléphone vibre, nous ressentons l'envie irrésistible de vérifier la notification. Une vente éclair apparaît et soudain, nous achetons quelque chose que nous n'avions même pas envisagé. Ce comportement est renforcé par de petites doses de plaisir, des éclats de dopamine qui nous maintiennent enfermés dans ce cycle. Friedrich Nietzsche, lui, mettait en garde contre le danger de devenir des esclaves heureux. Selon lui, la morale des esclaves est celle qui pousse les opprimés à accepter leurs conditions comme quelque chose de naturel et de souhaitable. Dans Le meilleur des mondes, cette idée se réalise pleinement. Les gens sont conditionnés à aimer leur chaîne, à trouver du plaisir dans leur servitude et à rejeter tout élan de rébellion ou de changement. Ce qui rend cette forme de contrôle si efficace, c'est qu'elle n'a pas besoin de violence ou de peur. Elle s'appuie sur le plaisir. Nous sommes tellement habitués à chercher la prochaine récompense que nous avons oublié ce que signifie être réellement libre. Jean-Paul Sartre disait que nous sommes condamnés à être libres, mais paradoxalement, beaucoup d'entre nous utilisent cette liberté pour s'emprisonner dans des cycles de plaisir et de distraction. Peut-être que la véritable liberté ne consiste pas seulement à choisir entre une gratification et une autre. Peut-être s'agit-il de la capacité de remettre en question ses choix, de réfléchir à ce que nous voulons vraiment et à ce qui est réellement important. Car, au fond, qui est vraiment aux commandes? Nous ou les plaisirs que nous poursuivons sans cesse? Il existe un piège subtil dans la quête effrénée du plaisir. Depuis l'époque d'Épicure, ce philosophe grec qui vécut il y a plus de 2000 ans, la notion de plaisir a été remise en question. Épicure croyait que le vrai plaisir ne résidait pas dans une indulgence sans limite, mais dans une vie équilibrée et dans des plaisirs modérés. Il distinguait les plaisirs naturels et nécessaires, comme l'amitié et la réflexion, de ceux qui sont vains et qui peuvent, à long terme, conduire à la souffrance. Cependant, nous vivons dans une époque qui semble ignorer cet enseignement. Nous sommes constamment encouragés à rechercher la prochaine source de plaisir, le prochain objet de désir, le prochain clic qui promet un instant de satisfaction. C'est comme si nous étions dans un immense casino, misant sans cesse, persuadés que le prochain tour nous apportera enfin le bonheur durable. Mais, tout comme dans un jeu d'hasard, chaque petite victoire ne fait qu'alimenter le désir de la suivante, nous maintenant piégés dans une recherche sans fin. Cette obsession pour le plaisir immédiat a un coût élevé. Lorsque le plaisir devient une fin en soi, nous perdons la capacité de réflexion critique et d'engagement profond avec le monde qui nous entoure. La société moderne, avec son bombardement constant de stimuli, favorise une vie de superficialité, où la profondeur est se sacrifier au profit de la gratification instantanée. Aristote disait « L'excellence est une habitude, pas un acte ». Comment pouvons-nous cultiver des habitudes d'excellence si nous sommes toujours à la recherche de la prochaine dose de plaisir, distraite de toute réflexion significative? Dans Le meilleur des mondes, la drogue soma est un exemple clair de la manière dont le plaisir peut être utilisé comme outil de contrôle. Les gens ne se contentent pas d'accepter leur servitude, ils la désirent, fuyant toute forme de douleur ou de malaise grâce à un plaisir chimiquement induit. La complaisance qui en résulte est l'un des plus grands dangers de cette quête incessante du plaisir. Lorsque tout ce que nous voulons, c'est nous sentir bien en permanence, nous perdons notre capacité à penser de manière critique, à remettre en question l'ordre établi et à poursuivre un objectif plus grand. Ce piège du plaisir n'est pas seulement un thème littéraire, c'est une réalité moderne. Nous sommes constamment distraits, non pas par choix, mais par un design délibéré. La quête du plaisir est devenue une forme d'esclavage volontaire, un cycle qui nous emprisonne autant que n'importe quelle chaîne physique. Alors, on se demande, la véritable liberté ne réside-t-elle pas dans notre capacité à résister à ces impulsions, à nous libérer des distractions et à rechercher quelque chose de plus profond? Peut-être qu'en réfléchissant à cela, nous pourrons comprendre que la quête du plaisir est en réalité le plus grand piège de tous. Nous sommes entourés de distractions de tous côtés. Réseaux sociaux, plateformes de streaming, actualités sensationnalistes.
Tous rivalisent pour capter notre attention, nous séduisant avec des promesses de divertissement et d'informations instantanées. À chaque like reçu, à chaque nouvelle série diffusée, nous sommes aspirés dans un tourbillon de stimuli qui nous maintient constamment engagés, mais rarement satisfaits. C'est un cycle de recherche sans fin qui nous empêche de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, soutenait que la mauvaise foi est un état de mensonge à soi-même où l'on refuse sa propre liberté et responsabilité. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque nous nous laissons emporter par ces distractions permanentes. Nous fuyons la liberté de choisir de vivre en conscience, préférant la voie de la moindre résistance, où nous sommes passivement portés par le flot des distractions au lieu de prendre en main le cours de nos vies. Dans le meilleur des mondes, cette idée est poussée à l'extrême. Les gens sont tellement immergés dans des distractions qu'ils ne voient pas la réalité de leurs propres conditions. Ils sont si divertis qu'ils ne se soucient plus de remettre en question le système qui les maintient dans un état de complaisance perpétuelle. Cela ressemble étrangement à la manière dont nous vivons aujourd'hui. Pendant que nous sommes distraits, nous devenons aveugles aux enjeux plus importants, qui contrôlent vraiment nos vies et vers où sommes-nous dirigés. Cette distraction constante n'est pas seulement un obstacle à la réflexion personnelle, c'est aussi un moyen efficace de contrôle social. La philosophie nous enseigne que la vraie connaissance et la véritable liberté viennent du questionnement, de la réflexion et de la résistance au conformisme. Mais, dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli, il est facile d'oublier que nous avons le pouvoir de dire non, de choisir délibérément où nous concentrons notre attention et notre énergie. Socrate disait qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Cependant, lorsque nous sommes continuellement distraits, nous perdons la capacité d'examiner nos propres vies. La question que nous devons nous poser est: utilisons-nous notre liberté pour nous engager dans une vie authentique ou fuyons-nous simplement vers le confort des distractions? La réponse à cette question peut déterminer si nous sommes vraiment libres ou simplement prisonniers d'une prison invisible. En y réfléchissant, nous réalisons que les distractions ne sont pas de simples interruptions. Elles sont des barrières qui nous empêchent de vivre une vie pleine et significative. Pour comprendre comment ce conformisme au confort devient si attrayant, il nous faut examiner comment le confort se transforme en une forme de contrôle, adoucissant les bords de la rébellion et façonnant notre comportement pour que nous acceptions, sans remise en question, le statu quo. Le conformisme est un mot chargé de sens, en particulier lorsqu'il s'agit de son impact sur la liberté individuelle. Dans notre quête de confort, nous sacrifions souvent notre capacité à remettre en question, à défier et à résister. La philosophe politique Hannah Arendt a discuté du concept de la banalité du mal, suggérant que le mal n'a pas besoin d'être commis par des monstres, mais par des personnes ordinaires qui, aveuglément, suivent les règles sans jamais les remettre en question. Et souvent, ce mal se masque derrière une façade de bonheur et de sécurité. Dans le meilleur des mondes, le mal est insidieux parce qu'il est invisible. Il n'y a pas besoin de répression violente quand le système lui-même encourage le conformisme par le plaisir et le confort. Les gens ne questionnent pas parce qu'il n'y a pas assez d'inconfort pour susciter le questionnement. Ils sont encouragés à accepter leurs conditions avec le sourire, satisfaits de leur servitude parce qu'elle est confortable et pratique. Notre monde moderne n'est pas très différent. On nous encourage à rechercher le confort dans tous les aspects de notre vie, des achats impulsifs à la consommation incessante de divertissement. Mais cette quête perpétuelle du confort n'est-elle pas, en réalité, une forme de contrôle? Un moyen de nous garder complaisants et conformistes, acceptant une vie de superficialité et de distraction en échange d'un faux sentiment de sécurité? Nietzsche mettait en garde contre le danger de devenir des esclaves heureux, des personnes qui acceptent passivement une vie de conformisme sans jamais remettre en question le statu quo. Pour Nietzsche, la vraie liberté ne peut être atteinte qu'à travers l'autoréflexion, la résistance au conformisme et la quête d'un but supérieur. Mais cela exige de l'inconfort, la volonté de défier à la fois nous-mêmes et le monde qui nous entoure. En choisissant le confort plutôt que la liberté, nous renonçons à notre propre capacité de vivre de manière authentique. Nous devenons complaisants, acceptant une vie de distraction et de superficialité comme norme, et cela est dangereux. Le conformisme n'est pas seulement une réponse passive au monde, c'est un choix actif d'éviter la responsabilité qui accompagne la liberté. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce piège du confort? Peut-être que la réponse réside dans un retour à l'essentiel, en redécouvrant la valeur de l'inconfort
du doute et de la remise en question. Nous devons être prêts à affronter l'inconfort de vivre de manière pleine et consciente. Et cela nous amène à la question ultime. Sommes-nous prêts à renoncer au confort superficiel pour rechercher une liberté plus profonde et authentique? Sommes-nous prêts à affronter les défis qui accompagnent ce choix? Ce sont des questions qui nous invitent à réfléchir sur notre propre humanité. Sommes-nous prêts à choisir entre la servitude confortable et la liberté exigeante? Ce choix nous appartient et la manière dont nous y répondons déterminera qui nous sommes vraiment. Nous sommes à un moment critique, face à un choix décisif. Nous pouvons continuer à courir après des plaisirs superficiels et à accepter le confort qui nous est offert, ou bien nous pouvons choisir quelque chose de plus profond, de plus significatif. Frederick Douglass, ancien esclave et abolitionniste, a averti que lorsqu'un esclave devient un esclave heureux, il a effectivement renoncé à tout ce qui fait de lui un être humain. Et, d'une certaine manière, ne faisons-nous pas la même chose? Cédons-nous notre liberté en échange de conforts éphémères? Ce choix est essentiel, car il touche au cœur de ce que signifie être humain. Pour de nombreux philosophes, la véritable liberté ne réside pas simplement dans le choix entre des options superficielles, mais dans le fait de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Cela exige du courage, celui de remettre en question, de résister et de défier à la fois nos propres attentes et le monde qui nous entoure. C'est une tâche difficile, mais c'est la seule manière de s'assurer que nous vivons une vie qui vaut réellement la peine d'être vécue. Si nous continuons a nous laisser distraire par des plaisirs immédiats et des conforts superficiels, nous risquons de perdre notre humanité, notre capacité à penser de manière critique, à ressentir profondément et à mener une vie avec un véritable sens. La vraie liberté naît de l'engagement à être fidèle à soi-même et à ses valeurs, même si cela implique de faire face à l'inconfort ou à l'adversité. Sommes-nous prêts à faire ce choix? La liberté exige de la responsabilité et la volonté d'affronter l'inconfort. Elle demande que nous soyons disposés à sacrifier le plaisir immédiat pour un bien plus grand, celui d'une vie pleine de sens. Et ce n'est pas une décision que l'on peut prendre à la légère. Ainsi, nous nous retrouvons face à un choix clair mais difficile. Allons-nous continuer à nous conformer, à chercher le confort et le plaisir superficiel, ou allons-nous nous lever pour rechercher une vie de véritable liberté et de signification? La décision nous appartient, et nous seuls pouvons choisir la voie que nous voulons emprunter. En réfléchissant à ces choses, nous pouvons réaliser que la vraie liberté ne consiste pas seulement à échapper à la servitude, mais à relever le défi de vivre de manière authentique. Et cela, peut-être, est la décision la plus importante que nous puissions prendre dans nos vies. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.